Vous regardez votre calendrier et une question vous obsède. Est-il trop tard pour semer les tomates? Ou peut-être trop tôt? Ne bougez pas car le mois de mars est le mois de tous les dangers, mais aussi de toutes les promesses pour votre potager. Beaucoup pensent que semer des tomates est simple. On met une graine dans la terre, on arrose et on attend. Mais la réalité est bien plus cruelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il est urgent de vous lancer maintenant en mars, mais surtout, je vais vous révéler l'erreur fatale que 90% des jardiniers amateurs commettent. Une erreur qui transforme un rêve de récolte abondante en une véritable déception. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car l'astuce que je vais vous donner pourrait bien sauver vos futures salades d'été. C'est parti! Avant de mettre les mains dans la terre, comprenons pourquoi ce mois de mars est si stratégique. Le jardinage, c'est avant tout une question de timing, une danse avec les saisons. Semer trop tôt, en février par exemple, c'est prendre le risque de voir vos plants s'étioler. C'est-à-dire qu'ils vont pousser très vite en hauteur, cherchant désespérément une lumière encore trop rare. Vous obtiendrez de longues tiges fines et fragiles, incapables de supporter le poids des futures de tomates. A l'inverse, attendre avril, c'est décaler toute votre production. Vos tomates mûriront plus tard, et si vous habitez dans une région où l'automne arrive vite, vous pourriez perdre une partie de votre récolte à cause du froid. Mars est donc la fenêtre de tir idéale. La durée du jour augmente significativement, offrant l'énergie nécessaire à la croissance, tout en nous laissant assez de temps pour élever des plants robustes avant de les mettre en pleine terre en mai, après les fameux seins de glace et les derniers risques de gelée. C'est un équilibre parfait qu'il ne faut absolument pas rater. Alors, commençons par la base de tout, le choix des variétés de tomates. N'allez pas croire que toutes les tomates se valent pour un semis en mars. C'est une erreur classique de débutant de prendre le premier sachet venu. Pour mettre toutes les chances de votre côté, privilégiez les variétés dites hâtives ou de mi-saison. Pourquoi? Parce que leur cycle de croissance est plus court. Une variété comme la Marmande ou la Saint-Pierre sera parfaite. Elles sont conçues pour produire des fruits relativement rapidement, ce qui est idéal pour s'adapter à notre calendrier serré. Les variétés tardives, comme la cœur de bœuf ou l'ananas, bien que délicieuses, ont besoin de plus de temps et de chaleur pour arriver à maturité. En les semant en mars, vous risquez de les voir peiner à mûrir en fin de saison. Pensez aussi à la forme. Les tomates cerises, comme la Sweet Baby, sont souvent plus rapides et plus indulgentes pour les débutants. Lisez attentivement les informations sur les sachets de graines. Elles indiquent le temps entre le semis et la récolte. C'est votre meilleur guide pour ne pas vous tromper et adapter votre choix à votre climat local. Ne sous-estimez jamais cette première étape, car elle conditionne tout le reste de l'aventure. Une fois vos graines choisies, parlons matériel. Pas besoin d'investir une fortune, mais quelques éléments sont indispensables pour partir sur de bonnes bases. Oubliez les pots de yaourt percés au fond, c'est une fausse bonne idée. Ils sont souvent trop petits et favorisent les maladies. Investissez plutôt dans des plaques de semis alvéolées ou des petits godets en plastique ou biodégradables. L'avantage des alvéoles, c'est qu'elles permettent de semer une graine par compartiment, ce qui évite d'avoir à démêler des racines fragiles plus tard. Vous aurez aussi besoin d'étiquettes. C'est un détail qui semble anodin, mais quand vous aurez semé 5 variétés différentes, vous serez bien content de savoir qui est qui. Un simple bâtonnet de glace en bois et un crayon à papier feront l'affaire. Enfin, l'outil le plus important est sans doute le vaporisateur. Pour l'arrosage des semis, il est hors de question d'utiliser un arrosoir classique qui créerait un torrent et déplacerait les graines. Un vaporisateur permet d'humidifier la terre en douceur, comme une fine pluie. Assurez-vous que tous vos contenants sont propres, voire désinfectés avec un peu de vinaigre blanc pour éviter la prolifération de champignons. Maintenant, le cœur du réacteur, le terreau. C'est là que se niche le secret d'une germination réussie. N'utilisez surtout pas la terre de votre jardin. Elle est trop lourde, trop compacte et pleine de pathogènes qui n'attendent qu'une chose, dévorer vos jeunes plantules. Vous devez utiliser un terreau spécial semis. On en trouve dans toutes les jardineries. Ce terreau a des caractéristiques bien précises. Il est très fin pour que les graines puissent germer sans effort. Il est léger et aéré pour que les jeunes racines puissent se développer facilement et respirer. Et surtout, il est très drainant pour éviter que l'eau ne stagne, ce qui est à la cause numéro 1 de la redoutable fonte des semis. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même préparer votre propre mélange. Une recette qui fonctionne à merveille est un tiers de terreau de bonne qualité, un tiers de compost bien mûr et tamisé pour les nutriments, et un tiers de vermiculite ou de sable de rivière pour assurer un drainage parfait. La vermiculite a aussi l'avantage de retenir l'humidité tout en aérant le substrat. C'est un peu plus de travail, mais le résultat sur la santé de vos plants est incomparable. Un bon terreau, c'est l'assurance vie de vos semis. Voici une étape que 99% des gens oublient ou font mal. L'humidification du terreau. La plupart des jardiniers remplissent de leurs godets de terreau sec, sèment leurs graines, puis arrosent par-dessus. C'est une erreur fondamentale. Pourquoi ?
parce qu'un terreau sec, surtout s'il contient de la tourbe, est hydrophobe. L'eau va ruisseler à la surface et mal pénétrer, créant des zones sèches où les graines ne germeront jamais et des zones détrempées où elles pourriront. La bonne méthode est la suivante. Versez la quantité de terreau dont vous avez besoin dans un grand bac ou une brouette. Ensuite, avec votre vaporisateur ou un arrosoir à pomme fine, humidifiez-le progressivement tout en le mélangeant avec les mains. Le but est d'obtenir une consistance homogène, comme une éponge bien essorée. Le terreau doit être humide au toucher, mais si vous en pressez une poignée dans votre main, seules quelques gouttes d'eau doivent perler. Une fois cette humidité parfaite atteinte, vous pouvez remplir vos godets. Cette technique garantit que chaque graine sera en contact avec un milieu uniformément humide, ce qui est la condition sine qua non pour une germination rapide et homogène de toutes vos graines. Le moment magique est arrivé, le semis. La précision est votre meilleur allié. Remplissez vos godets avec le terreau préhumidifié, en tassant légèrement pour éviter les poches d'air, mais sans le compacter excessivement. Laissez environ 1 cm de libre en haut du pot. Maintenant, la règle d'or pour la profondeur, une graine de tomate doit être enterrée à une profondeur équivalente à 2 ou 3 fois sa taille, pas plus. Cela représente à peine quelques millimètres, environ un demi-centimètre tout au plus. Si vous semez trop profond, la plantule va épuiser toutes ses réserves d'énergie pour tenter d'atteindre la surface et la lumière, et elle risque de mourir avant même d'y parvenir. Une petite astuce consiste à faire un minuscule trou avec la pointe d'un crayon. Déposez 1 à 2 graines par alvéole ou godet, ne soyez pas tenté d'en mettre plus en vous disant « au cas où ». Vous risqueriez de vous retrouver avec une jungle de plantules en compétition qu'il faudra ensuite éclaircir, une opération toujours délicate. Une fois les graines en place, recouvrez-les délicatement avec une fine couche de terreau tamisé ou de vermiculite. Tassez très légèrement avec le plat de la main et terminez par un dernier coup de vaporisateur en surface. Une fois vos graines bien au chaud, la patience entre en jeu. Mais cette patience peut être optimisée par un facteur clé, la température. Beaucoup de jardiniers placent leurs semis sur le rebord d'une fenêtre froide en pensant bien faire. C'est une erreur qui peut retarder la germination de plusieurs semaines. Pour lever, une graine de tomate a besoin de chaleur. La température idéale du sol se situe entre 20 et 25 degrés Celsius. À cette température, vous pouvez espérer voir les premières petites crosses vertes sortir de terre en seulement 5 à 10 jours. En dessous de 15 degrés, la germination sera très lente, voire inexistante. Comment atteindre cette température idéale ? Vous pouvez placer vos plaques de semis près d'une source de chaleur douce, comme un radiateur, mais attention à ne pas les cuire. Une autre solution, très efficace, est d'utiliser un tapis chauffant spécialement conçu pour les semis. Ou, plus simple encore, placez vos semis au-dessus de votre box internet ou de votre réfrigérateur, des endroits qui dégagent une chaleur constante et modérée. Et n'oubliez pas de couvrir vos plaques de semis avec un couvercle en plastique transparent ou un film alimentaire pour créer un effet de serre, ce qui maintiendra l'humidité et la chaleur. C'est ce qu'on appelle la germination à l'étouffée. Le moment le plus critique arrive juste après la germination. C'est là que surgit l'ennemi public numéro 1 du jardinier, la fonte des semis. C'est une maladie cryptogamique causée par des champignons microscopiques d'eau présents dans le sol. Elle se manifeste par un étranglement de la base de la tige de la jeune plantule. La tige devient brune, molle et la plante s'effondre comme si elle avait été coupée. C'est fatal et il n'y a pas de traitement. La cause ? Un excès d'humidité combiné à un manque de circulation d'air. C'est exactement ce que l'on risque avec notre méthode de germination à l'étouffée si on ne fait pas attention. C'est pourquoi, dès que vous voyez les premières plantules apparaître, il faut impérativement retirer le couvercle ou le film plastique. Cela permet à l'air de circuler et à la surface du terreau de sécher légèrement entre 2 arrosages. Pour prévenir, vous pouvez aussi saupoudrer une très fine couche de cannelle en poudre ou de charbon de bois pulvérisé à la surface de votre terreau. Ce sont des antifongiques naturels très efficaces et surtout, n'arrosez jamais trop. Le terreau doit rester humide mais jamais détrempé. Une bonne ventilation de la pièce est également cruciale pour éviter ce fléau. Ça y est, vos plantules sont sorties. Leur première demande, leur besoin le plus vital, c'est la lumière. Et pas n'importe quelle lumière. Une lumière intense, directe et abondante. C'est à ce moment précis que se joue la bataille contre l'étiolement. Si la lumière est insuffisante, la plante va s'épuiser à grandir en hauteur pour aller la chercher. Vous obtiendrez des tiges longues, pâles et fragiles. L'idéal est de placer vos semis devant la plus grande baie vitrée de la maison, orientée plein sud. Mais attention, même la meilleure des fenêtres en mars ne fournit pas toujours assez d'heures de lumière de qualité. Il faut environ 12 à 16 heures de lumière intense par jour pour un développement optimal. Une astuce simple pour maximiser la lumière naturelle est de placer un réflecteur derrière vos semis, comme une simple feuille de papier d'aluminium collée sur un carton. Cela renverra la lumière vers les plants.
Pensez aussi à tourner vos godets d'un quart de tour chaque jour pour que les plants poussent droit et ne se penchent pas tous dans la même direction. Si vous voyez que malgré tout, vos plants commencent à filer, il n'y a pas d'autre choix. Il faut investir dans un éclairage artificiel. Si vous décidez d'opter pour un éclairage artificiel, c'est un excellent choix qui vous garantira des plants trapus et vigoureux. Pas besoin d'acheter des lampes horticoles hors de prix. De simples néons ou des lampes LED de type lumière du jour avec une température de couleur de 6500 Kelvin feront parfaitement l'affaire. L'important n'est pas tant la puissance que la proximité et la durée. La source lumineuse doit être placée très près des plants, à seulement 5 ou 10 cm au-dessus de la tête des plantules. C'est contre-intuitif. On a peur de les brûler, mais c'est la seule façon de leur donner une lumière suffisamment intense. Au fur et à mesure que les plants grandissent, vous devrez remonter la lampe, pour la durée, programmer un minuteur pour un cycle de 14 à 16 heures de lumière par jour. Il est très important de leur laisser une période de nuit d'au moins 8 heures, car c'est pendant l'obscurité que les plantes respirent et métabolisent l'énergie accumulée pendant la journée. Un bon éclairage d'appoint est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour transformer des semis chétifs en futurs champions de la production. Parlons maintenant d'un autre geste crucial, l'arrosage. Après la germination, le vaporisateur reste votre meilleur ami. L'objectif est de maintenir le terreau humide mais jamais saturé d'eau. Un excès d'eau asphyxie les racines et favorise le développement de la fonte des semis, comme nous l'avons vu. Comment savoir quand arroser? Le plus simple est de soubser le godet. Avec l'expérience, vous sentirez la différence de poids entre un godet sec et un godet humide. Une autre technique est de regarder la couleur du terreau en surface. S'il s'éclaircit, il est temps d'arroser. Une méthode d'arrosage très efficace et douce est l'arrosage par capillarité ou par le bas. Placez vos godets dans un plateau ou une soucoupe et versez 1 ou 2 cm d'eau dans le plateau. Le terreau absorbera l'eau nécessaire par les trous de drainage. Laissez les pots tremper pendant une quinzaine de minutes, puis videz l'excédent d'eau du plateau. Cette technique a le double avantage de ne pas tasser la terre en surface et d'encourager les racines à plonger en profondeur pour chercher l'humidité, ce qui les rend plus fortes. Vos plantules grandissent et après les 2 premières feuilles, appelées cotylédons, vous allez voir apparaître les premières vraies feuilles, qui ont la forme dentelée caractéristique des feuilles de tomates. C'est le signal. Quand vos plants ont 2 à 4 vraies feuilles, ils commencent à être à l'étroit dans leur alvéole ou leur petit godet. Il est temps de leur offrir une nouvelle maison, c'est le premier repiquage. Cette opération est délicate mais essentielle. Elle permet de donner plus d'espace aux racines pour se développer et stimule la croissance de la plante. Choisissez des pots individuels d'environ 8 à 10 cm de diamètre. Remplissez-les d'un mélange de terreau pour semis et de compost, ou d'un bon terreau de rempotage. Pour extraire la plantule de son godet d'origine, ne tirez jamais sur la tige. Pressez délicatement les parois du godet pour décoller la motte, puis retournez-le. La motte devrait venir toute seule. Manipulez-la avec une infinie précaution, en la tenant par les feuilles ou la motte, jamais par la tige qui est encore très fragile à ce stade. C'est un moment stressant pour la plante, alors agissez avec douceur. Voici une technique spécifique aux tomates qui va littéralement booster leur système racinaire. L'art d'enterrer la tige. Observez bien la tige de votre jeune plant de tomate. Vous verrez qu'elle est recouverte de milliers de petits poils. Ces poils ont une capacité extraordinaire. Au contact de la terre, ils peuvent se transformer en racines. C'est une chance inouïe qu'il faut exploiter lors du repiquage. Au lieu de placer la motte au niveau du terreau de votre nouveau pot, creusez un trou plus profond. Retirez délicatement les feuilles les plus basses, les cotylédons s'ils sont encore là. Puis, placez votre plant dans le trou de manière à enterrer la tige jusqu'aux premières vraies feuilles. Toute la partie de la tige qui sera désormais sous terre va développer de nouvelles racines qu'on appelle des racines adventives. Vous allez ainsi démultiplier la capacité de la plante à puiser l'eau et les nutriments du sol. C'est le secret pour obtenir des plants incroyablement vigoureux, avec un système racinaire dense et puissant qui sera un atout majeur pour une croissance explosive une fois en pleine terre. Ne ratez pas cette étape, elle fait toute la différence. Jusqu'à présent, vos plantules se sont nourries des réserves contenues dans la graine, puis des quelques nutriments présents dans le terreau à semis. Mais après le premier repiquage dans un pot plus grand, leurs besoins augmentent. Elles ont faim. C'est le moment de penser à leur premier repas. Il ne faut pas commencer à fertiliser trop tôt, au risque de brûler les jeunes racines fragiles. Mais il ne faut pas non plus attendre que les feuilles jaunissent, signe d'une carence. Le bon moment pour commencer un apport d'engrais est environ 1 à 2 semaines après le repiquage, une fois que la plante a eu le temps de s'installer et de reprendre sa croissance. Choisissez un engrais liquide biologique, spécial potager ou spécial tomate, que vous diluerez très fortement dans l'eau d'arrosage. Au début, divisez par 2 ou même par 4 la dose recommandée par le fabricant. Il vaut mieux sous-doser que surdoser.
Un apport léger toutes les 2 semaines sera suffisant pour accompagner leur croissance sans les brusquer. Pensez à des engrais naturels comme le purin de consoude très dilué, qui est riche en potasse, un élément essentiel pour la future fructification de vos tomates. Voici une astuce souvent méconnue des jardiniers d'intérieur, simuler le vent. Dans la nature, les plants sont constamment ballottés par le vent. Ce stress mécanique léger les force à se renforcer. Ils développent des tiges plus épaisses, plus courtes et plus solides pour résister. Nos plants, élevés dans un environnement protégé à l'intérieur, n'ont pas ce stimulus. Ils peuvent donc devenir hauts et souples et auront du mal à supporter le vent une fois plantés à l'extérieur. Pour remédier à cela, il existe 2 méthodes simples. La première, si vous avez le temps, est de passer délicatement votre main sur le sommet de vos plants plusieurs fois par jour pendant 1 ou 2 minutes. Ce contact léger imite l'effet du vent. La seconde méthode, plus simple et automatisée, est de placer un petit ventilateur oscillant à faible vitesse dans la pièce où se trouvent vos semis. Faites-le tourner 1 à 2 heures par jour. Ce léger courant d'air constant va forcer les plants à développer des tiges plus robustes. C'est un excellent moyen de les préparer au monde extérieur et d'éviter qu'ils ne se cassent au premier coup de vent après la plantation. Nous approchons du but. Vos plants sont maintenant grands, forts et le mois de mai approche. On pourrait être tenté de les planter directement au jardin. Ce serait une erreur fatale. Après avoir passé des semaines dans un environnement intérieur stable et contrôlé, un passage brutal à l'extérieur serait un choc terrible pour eux. Le soleil direct, le vent, les variations de température, c'est ce qu'on appelle le choc de la transplantation. Pour l'éviter, il faut passer par une étape indispensable, l'acclimatation ou l'endurcissement. Ce processus doit durer entre 1 et 2 semaines. Le premier jour, sortez vos plants à l'ombre et à l'abri du vent pendant seulement 1 heure, puis rentrez-les. Le lendemain, laissez-les 2 heures. Jour après jour, augmentez progressivement la durée d'exposition et commencez à les exposer à un peu de soleil direct, d'abord le matin qui est moins brûlant. Vers la fin de la 2e semaine, si les nuits ne sont pas trop froides, vous pouvez même les laisser dehors toute la nuit. Ce processus graduel permet aux feuilles de s'épaissir pour résister aux UV et aux tiges de se renforcer face au vent. C'est une étape qui demande de la patience, mais elle garantit une reprise parfaite au moment de la plantation définitive. L'une des plus grandes sources d'échecs est l'impatience. On voit de beaux plans. Les beaux jours arrivent en avril ou début mai et on se dit « c'est bon, je plante ». Grossière erreur, le jardinier doit connaître son pire ennemi, les gelées tardives. En France, une période est particulièrement redoutée, celle des seins de glace, qui se situe traditionnellement autour du 11, 12 et 13 mai. C'est une période statistiquement propice à un dernier coup de froid nocturne qui peut anéantir en une seule nuit des semaines de travail. Un plant de tomate ne supporte absolument pas le gel. Même une température proche de 0 peut lui causer des dommages irréversibles. La règle d'or, surtout pour les régions au nord de la Loire, est donc de ne jamais planter vos tomates en pleine terre avant la fin des seins de glace, soit après la mi-mai. Renseignez-vous sur la date moyenne des dernières gelées dans votre région et ajoutez 1 semaine de sécurité. Mieux vaut attendre 1 semaine de plus avec des plants en pot un peu à l'étroit que de tout perdre par précipitation. La patience est la plus grande vertu du jardinier. Malgré tous vos efforts, il peut arriver qu'un ou plusieurs de vos plants aient un filet, c'est-à-dire qu'ils se soient étiolés. Vous vous retrouvez avec une longue tige fine et quelques feuilles au sommet. Faut-il les jeter? Pas forcément. La capacité de la tomate à créer des racines sur sa tige est votre joker. Si le plant n'est pas trop faible, vous pouvez le sauver au moment de la plantation en pleine terre. Au lieu de creuser un trou vertical classique, creusez une petite tranchée horizontale de quelques centimètres de profondeur. Dénudez la partie inférieure de la longue tige en enlevant les feuilles. Couchez délicatement la motte et la tige dans la tranchée en ne laissant dépasser du sol que la partie supérieure avec les feuilles que vous redresserez doucement à la verticale. Recouvrez la tige enterrée de terre. Comme lors du repiquage, toute cette partie de la tige va développer un immense réseau de racines. Non seulement vous aurez sauvé votre plant, mais vous lui aurez donné un système racinaire exceptionnel qui lui permettra de rattraper son retard et de devenir très productif. C'est une technique de sauvetage incroyablement efficace. Pour réussir, il faut planifier. Le jardinage, ce n'est pas de l'improvisation. La meilleure façon de visualiser votre projet est de créer un rétro-planning. L'élément central de ce planning est la date de votre plantation en pleine terre. Comme nous l'avons vu, elle se situe généralement après la mi-mai. À partir de cette date, remontez le temps. On compte en moyenne 6 à 8 semaines entre le semis et la plantation. Si vous visez une plantation le 15 mai, il vous suffit de reculer de 8 semaines, ce qui nous amène au 20 mars. Vous voyez ? La fenêtre de tir de la mi-mars n'est pas un hasard. Elle est calculée pour obtenir des plants à un stade de développement idéal au moment parfait pour la plantation. Notez ces dates dans un carnet de jardinage. Semis, mi-mars. Germination, fin mars. Premier repiquage, début à mi-avril. Début de l'acclimatation, début mai. Plantation, mi-mai.
Avoir ce calendrier en tête vous permet de ne rater aucune étape et de réduire le stress. Vous savez toujours où vous en êtes et ce que vous avez à faire la semaine suivante. L'organisation est la clé d'un potager réussi. Pour finir, une petite astuce bonus, un peu plus avancée et qui fait débat chez les jardiniers, la taille des gourmands, dès le pot. Les gourmands, ou rejets, sont les nouvelles tiges qui poussent à l'aisselle des feuilles, entre la tige principale et une branche. En pleine terre, on les supprime souvent pour concentrer l'énergie de la plante sur la production de fruits sur la tige principale. Mais peut-on commencer cette taille alors que le plant est encore à l'intérieur? Certains jardiniers le préconisent. L'idée est que, même en pot, la plante dépense de l'énergie à créer ses gourmands. En les supprimant très tôt, dès leur apparition, avec l'ongle, on force la plante à concentrer toute son énergie sur le renforcement de sa tige principale et le développement de son système racinaire. Cela permettrait d'obtenir des plants encore plus trapus et solides au moment de la plantation. D'autres pensent que c'est un stress inutile pour un jeune plant. C'est une technique à tester sur quelques plants pour voir si vous observez une différence. C'est aussi ça, le jardinage. Expérimentez, observez et trouvez les méthodes qui fonctionnent le mieux dans votre propre environnement. N'ayez pas peur d'essayer. Et voilà, vous connaissez désormais tous les secrets pour transformer un semis de mars en une promesse de récolte estivale exceptionnelle. Nous avons tout vu, du choix crucial des variétés à la planification rigoureuse, en passant par l'importance vitale de la lumière, la prévention de la terrible fonte des semis et même comment renforcer vos plants avec un simple ventilateur. Vous l'avez compris, l'erreur fatale, ce n'est pas un seul geste, mais plutôt le fait de négliger l'un des maillons de cette chaîne délicate. Le jardinage est un processus où chaque détail compte, surtout au tout début, dans le berceau de la vie de la plante. Ne laissez plus le hasard décider du sort de votre potager. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire est de laisser un gros pouce bleu, cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de notre aventure au potager, notamment la plantation en pleine terre. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi quelle est LA variété de tomates que vous rêvez de cultiver cette année, laquelle vous fait saliver d'avance. J'ai vraiment hâte de découvrir vos favoris et de lire vos expériences.